C'est la fin de leur monde, le voilà qui chancelle. N'attendons pas qu'il tombe pour voler de nos propres ailes. Le plus beau des voyages, un aller sans retour, sans larmes et sans bagages, sans errance et sans détour. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ethiquetv.fr. Alors aujourd'hui, une vidéo aux côtés de Alain, naturaliste, avec qui on avait déjà fait une première vidéo. Donc c'est une vidéo pour notre série le Naturelté, qui est un groupement d'acteurs et de consommateurs du naturel qu'on développe sur 2 communautés de communes, dans le Loup-du-Nez, autour de la ville de Loudun, et dans le Thouarcé, autour de la ville de Thouars, donc à cheval entre le département de la Vienne et des Deux-Sèvres. Et donc la philosophie du Naturelté, on vous met le lien en descriptif de la vidéo. La philosophie, c'est de référencer les acteurs du naturel, dans la production alimentaire, comme Alain, les passionnés de biodiversité, mais aussi dans la santé naturelle. Et ensuite d'organiser des marchés producteurs avec tout ce beau monde, avec des cycles de conférences pour que chaque acteur puisse témoigner de ses techniques naturelles. Voilà, donc là aujourd'hui avec Alain, on va vous faire une vidéo ici dans le donjon du village, donc le donjon de Montcontour. Et voilà, très beau donjon, pour vous parler d'un sujet qui est les hirondelles. On voit beaucoup d'hirondelles en France durant l'été qui repartent là. Là, on est le 12 septembre et donc elles sont déjà en train de repartir. Et donc, je trouvais intéressant de vous faire avec Alain une vidéo pour vous parler de ces précieuses hirondelles et comment surtout les préserver. Car comme beaucoup d'espèces animales, elles sont en train de disparaître progressivement. Voilà. Donc Alain, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Salut Stéphane. Ouais. Alors, écoute, on a choisi le donjon. C'est un bel endroit, hein. C'est un peu le perchoir du village. Pour cette fois-ci, parler des hirondelles. Donc on va essayer de faire une vidéo assez rapide quand même. Et on a fait quelques petites prises de vue, on a fait des petites balades dans le coin. Donc ces petites captures vidéo vont pouvoir illustrer tes propos. Alors, par quoi voudrais-tu commencer par rapport aux hirondelles? Alors peut-être faire un petit rappel pour tout le monde qu'on a dans notre village, enfin dans les villages alentours, 2 espèces. Oui. L'hirondelle de Schmidet, Oui. qui va nicher dans les granges, et l'hirondelle de fenêtre, légèrement plus petite, qui elle va nicher dans les angles, sur les façades des maisons. D'accord? Et je peux te faire, comme voilà. je vais préparer un peu l'affaire, je peux te faire un petit dessin pour voilà, montrer comment les reconnaître. Alors, déjà aussi pour nous montrer tes talents d'artiste. Ah, t'as raison, ouais. Alors, c'est relativement facile. L'hirondelle de Schmidet, celles qui nichent dans les granges, elles ont des plumes sur le côté qui sont très longues, qu'on appelle des rectrices, les plumes du côté comme ça. Là. Tu vois, elles sont très très longues. Elles sont encore plus grandes chez le mâle que chez la femelle. Ça, c'est la queue, ça. Ça, c'est la queue, d'accord. Bah, le corps, je vais te faire le corps. Okay. Donc là, c'est longue. Ouais. Ouais, longue et puis qui est effilée. Alors que l'hirondelle de fenêtre, la 2e espèce, eh bien, ça fait un peu la pointe, d'accord, mais ça fait plutôt en queue de poisson, si tu veux. Alors après, le corps, bah, c'est normal, c'est le corps d'un oiseau, comme ça. C'est pas tout à fait à l'échelle et puis c'est vite fait. Donc avec des grandes ailes, puisque c'est des oiseaux migrateurs, ça va se dépasser un peu sur la saute. Hop, hop, hop. Alors vu de dessous, notre hirondelle de Schmidet, d'accord, elle va avoir du roux ici. Elle est noire, ça c'est noir et ça c'est roux. Ça c'est très visible. Cette partie-là est rousse. Chez l'hirondelle de fenêtre, alors cette fois-ci je vais vous la montrer de dessus, dans un premier temps. Donc, elle est plus grosse, celle de fenêtre ou plus... Non, elle est plus petite. Elle est plus petite. D'accord. Okay. Donc le dessin est très moche, on est d'accord. Mais, non, mais ça, ce qui est très important, c'est que le bas du dos, ici il y a une zone blanche, blanc pur. Tout le reste est noir d'encre. D'accord. Et là c'est blanc pur. Elle est légèrement plus petite. Et si je la retourne maintenant, toute cette partie-là est blanche. Absolument tout est blanc. Sur le dessus. Sur le dessous. D'accord. Ok. Le dessous, vu le ventre, on va dire, est blanc. Et le dessus, le dos, est tout noir avec ce blanc. Ça, c'est fenêtre. Donc le dessous blanc avec une queue relativement courte comme ça, les pointes, ça c'est plutôt fenêtre. Voilà. Et là, c'est ce qu'on appelle autrefois hirondelle de cheminée ou hirondelle rustique. D'accord. Donc elle est un peu plus grosse. Un peu plus grosse, oui. D'accord. Voilà.
Alors, c'est pas tout à fait... Enfin, il y a d'autres différences, mais bon, essentiellement, quand on les voit passer, c'est ça que tout le monde est capable et en mesure de voir. Alors moi, il y a une première chose que j'ai beaucoup plu quand tu m'en as parlé, c'est que en fait, c'est un animal qui est sauvegardé, je ne sais plus comment on dit, préservé, mais déjà, les nids aussi, eux, il y a une interdiction de détruire les nids. Alors c'est très simple, ça s'applique à toutes les espèces d'oiseaux protégés. Oui. C'est-à-dire que le site de nidification, le nid, les œufs, les poussins évidemment, les adultes, tout est protégé par la loi. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de tirer la carabine sur une hirondelle, mais tu n'as pas le droit de prendre ton balai et puis de casser le nid. Qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là d'ailleurs. Hein. Le nid est protégé toute l'année. C'est vrai que par défaut, ce qu'on voit autour de nous, c'est les gens, il faut voir, mais c'est dégueulasse, ça salit tout. Donc on va mettre des images avec Christian qui témoigne de sa technique à lui pour préserver des crottes, des défiantes qui vont tomber. Eh bien, merci Christian de nous accueillir dans ton hangar. Là, on est dans ton garage de voiture, on est où, voilà, c'est sous le porche. Hein, on est sous le porche. On ne garde pas les porches parce qu'il n'y en a pas, on garde les autres véhicules. C'est un lieu de passage. Voilà, un lieu de passage, mais aussi un lieu de résidence pour les hirondelles l'été. Voilà. On était sollicité il y a déjà une bonne dizaine d'années par les premières hirondelles qui ont souhaité construire leur nid. On a laissé faire et puis on est arrivé actuellement à avoir 5 nids qui sont présents. Ouais. Ils ne sont pas tous occupés tous les ans, mais ils sont bien présents quand même. Et ils reviennent. D'accord. Là, on a un nid principalement qui est utilisé systématiquement tous les ans, encore cette année, avec 2 nichés sur la saison. Eh ben, super. Donc on sait bien, quoi. Tout le monde ne le sait pas, mais il est interdit théoriquement de détruire le nid d'hirondelle. C'est une interdiction formelle. Toi, donc là, l'idée, c'est que tu nous montres comment tu fais pour cohabiter avec ces hirondelles et comment tu fais pour pas que ça endommage, parce que là, le problématique numéro 1, c'est vraiment qu'il y a des excréments qui vont tomber sur les voitures, qui vont tomber sur les façades. Alors, comment fais-tu, toi, tout simplement ? C'est les déjections. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que on va trouver les excréments toujours au même endroit. Donc, le principe, ça a été de placer des plaques, de fixer des plaques alors, je vais en dessous des nids, de manière à déjà en avoir moins qui tombent au sol. Alors je vais vous montrer ça en image, tac, hop, je monte sur l'escabeau. Donc voilà, donc on voit le nid qui est derrière, en effet, et là, tu as graffé une plaque, en fin de compte, rigide, qui fait que les excréments tombent. Voilà. Une grosse partie des excréments tombent sur la plaque, quelques-unes en dessous, c'est vrai. Donc ce qui nous oblige quand on rentre dans le véhicule, par exemple, pour la nuit, des plaques ici, de mettre des plaques un peu plus grandes sur le véhicule en dessous. Voilà, tu mets ça sur ta plaque. Voilà. Parce que là, tu as d'autres nids, tu en as un là sous la plaque bleue aussi, et tu en as encore d'autres ici. Et donc à chaque fois, voilà. C'était des plaques en bois ou des plaques en espèce de carton mouillé, là, qui permettent justement aux oiseaux de stationner, ils peuvent se poser dessus, ou bien ça fait une protection, ce qui fait qu'au niveau du sol, il y a quelques excréments, mais c'est rien du tout par rapport à ce qu'on pourrait trouver. Alors, de temps en temps, on passe en fin de saison, ça ne va pas tarder d'ailleurs, on est parti complètement. Ouais, ils vont bientôt partir, là, on est le 12 septembre. Et puis ça va y être, quoi. Eh bien, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Christian, pour ce partage. Mais de rien. Et puis merci pour le bien que tu fais pour la préservation de la biodiversité. Ok, merci. C'est tellement agréable de les voir revenir au mois de mars, avril, ces animaux-là, et qu'ils sont tellement impactés par d'autres problèmes. Chez les hirondelles de fenêtre, c'est une des causes majeures de la régression de l'espèce. C'est la destruction des nids. Destruction des nids. Alors c'est probablement d'abord la disparition des insectes, ça c'est la première cause. Et ça va jusqu'à 50%, on a perdu 50% de la population aux 15 dernières années. 50% de la population, c'est énorme. Alors comme on parle de très grosses populations, elles ne sont pas en voie de disparition, certes, mais les populations s'écrasent. Voilà. Ouais. Alors donc, c'est un oiseau migrateur, comme tu disais tout à l'heure. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler où vont ces... Alors, quand est-ce qu'elles arrivent et où elles partent en hiver? Et pourquoi est-ce qu'elles font ça au final? Oula, ça fait plusieurs questions. Ça fait 3 questions. Je sais pas, alors. Je vais commencer par la dernière. Oui. Pourquoi elles le font? Oui. C'est que ça mange essentiellement des insectes. Et au mois de janvier-février, les insectes, il y en a beaucoup moins. Et surtout des insectes qui volent. Voilà. Puisque que ce soit les 2 espèces d'hirondelles, elles capturent leurs insectes en vol. Voilà.
C'est l'essentiel de la raison. C'est pas le froid. Hein. Les hirondelles n'ont pas froid. Elles pourraient supporter le froid. Avec leurs plumes, il n'y aurait pas de souci. Oui, oui, c'est les oiseaux. C'est juste le manque de nourriture. Ils sont isothermes. Donc, ils n'ont pas froid. On dit un froid de canard, oui, si on veut, mais c'est. Donc, c'est la nourriture qui fait que ça migre. Alors maintenant, l'autre question, c'est quand est-ce qu'elles arrivent, quand est-ce qu'elles partent. Oui, voilà. Donc, effectivement, elles vont revenir au printemps. Ouais. Le printemps pour les hirondelles, c'est fin mars, début avril, on va dire ça comme ça. D'accord. La reproduction va commencer dès le mois de juin, fin avril, début juin. Elle va se terminer maintenant. Donc là, on est sur la fin. Eh bien oui, parce qu'on devait filmer la semaine dernière, quand elles étaient encore présentes, on a décalé un petit peu, et finalement, moi, depuis 2 jours, on les voit plus là. Ça y est, je pense qu'elles sont parties, donc... Alors, on est encore dans une période où souvent il y a des petits audits, mais là, on a des périodes tellement pluvieuses oui. que... Là, on est le 12 septembre, il y a eu des orages, il y a eu 3 orages, 3 nuits de suite. Ouais, et puis on a généralement 2 nichées. Chez les 2 espèces, elles font 2 nichées. Une première nichée. D'accord. Donc la première ponte est à partir du 20 avril début mai. Et donc ça donne des jeunes qui s'envolent au mois de fin juin, début juillet. Et la seconde ponte a lieu en juillet, et pour un envol qui est fin août, début septembre. Et à partir du moment donné où ils s'envolent, ils sont autonomes. Oui, ils vont rester dans le secteur, ils vont apprendre à bien se dégourdir. Quand même, ils apprennent à chasser. C'est visuel, c'est-à-dire qu'on voit les autres qui poursuivent, comment ils doivent apprendre comme ça. Ouais. Pas de cours particulier. Oui. C'est l'exemplarité, quoi. Ils suivent leurs parents. Et alors, où est-ce qu'elles vont comme ça pendant tout l'hiver? Alors, elles descendent vers les pays méridionaux. Alors, les hirondelles de fenêtre commencent à hiverner dès l'Espagne. Ouais. Mais en gros, c'est vers l'Afrique, même plutôt l'Afrique après le désert, on va dire. Hein. D'accord, donc elles traversent quand même. Et elles vont même, certaines. Les nôtres sont plutôt entre le Sénégal et puis la bande qui est subsaharienne. D'accord. Mais il y a quelques-unes des nôtres peut-être, en tout cas celles d'Asie, elles descendent jusqu'en Afrique du Sud. D'accord. Ça fait un beau chemin. Mais alors la question c'est pourquoi est-ce qu'elles ne restent pas là-bas finalement? Si elles ont ce qu'il faut là-bas l'hiver, pourquoi elles ne l'auraient pas aussi l'été? Eh bien parce que là-bas, elles sont en été quand elles arrivent. C'est inversé. D'accord. L'hémisphère austral, c'est inversé. D'accord. Donc il y a suffisamment de nourriture pour recueillir à la fois leurs hirondelles à eux et nos hirondelles. Donc il y a suffisamment de nourriture. Ça n'empêche pas qu'il y ait des conflits, hein, mais et puis elles ont, comme les espèces, elles ont une couche dans laquelle elles. Alors par exemple, il y a les insectes mangés par les hirondelles de fenêtre ne sont pas exactement les mêmes que ceux mangés par les hirondelles de cheminée. Ah oui, les hirondelles de fenêtre, elles montent plus haut en général. Donc ça va être quoi comme insecte? C'est des diptères, enfin des mouches, les hirondelles de cheminée peuvent manger des araignées, elles peuvent manger des... Mais donc elles mangent des mouches, parce que quand même on est embêté, on a beaucoup de mouches, et on a quand même pas mal d'hirondelles, mais est-ce qu'elles gobent vraiment des mouches? Oui, elles mangent vraiment des diptères, c'est un des rares à manger vraiment la mouche domestique, mais il faut voir qu'on a plein d'espèces de mouches. Ouais. Il y a une 50aine d'espèces de mouches, et donc elles ne font pas la différence. D'accord. Elles mangent toutes les espèces, c'est des mouches... voilà. Donc elles font quand même un gros nettoyage pour nous sur les mouches, les moustiques aussi peut-être. Oui, bien sûr. De jour, et la nuit on a les chauves-souris qui prennent le relais en fait. Ouais. Ça s'arrête jamais. Ouais. Quand les chauves-souris ne mangent pas de mouches, quasiment pas. Ah oui, d'accord. Les chauves-souris, ça va être les moustiques et tout ça. Les chauves-souris, pour rappel, sont des mammifères. Ouais. Voilà. Donc elles ont les mêmes problèmes avec les diptères. Si tu manges des asticots, tu vas avoir un problème au bout d'un moment. D'accord. Donc on observe quand même dans notre région là une baisse de la population d'hirondelles. Ah oui, c'est pas notre région, c'est de toute l'Europe, probablement dans le monde entier. Les hirondelles, elles existent partout. Les nôtres, elles vivent tout le paléarctique, c'est-à-dire depuis l'Afrique jusqu'à tout à fait à l'est de l'Asie, jusqu'à le Sri Lanka. Elles vont pas en Sibérie pure, mais elles vont jusqu'à pratiquement la Mongolie. D'accord. Donc c'est une très vaste population, très étendue, et c'est un bien pour elles. Mais du fait qu'il y a quand même des millions d'oiseaux en Europe, on estime pour l'Europe entière, géographique, autour de 200 millions d'hirondelles de cheminée. Donc avant qu'il n'y en ait plus, mais ça baisse. On estime que sur les 20 dernières années, on a perdu la moitié de nos hirondelles quand même. Mais en fait,
au final, quand on détruit des nids, c'est une forme de génocide parce que tu disais, quoi, je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, non, tu l'as pas dit tout à l'heure. Est-ce qu'elles reviennent là où elles sont nées? Ah oui. Mais oui, ça c'est certain. ça, elles reviennent là où... Donc si on leur fait la guerre quand elles arrivent nichées sous nos toits, on va casser un... Ah ben c'est... alors, du coup, je sais plus comment on avait parlé déjà un petit peu ensemble avant, je sais plus ce qu'on a dit. En tout cas, tu disais qu'elle revient pas spécialement dans le même nid, mais ça peut être dans la même maison, dans la même ferme. La même ferme, le même village, la même maison. Ouais. Et elles ne vont pas forcément récupérer le même nid. Voilà, c'est ça. Pas toujours ce que tu disais, le même couple. Mais le retour, c'est ça que je veux dire, c'est que le bagage a commencé. Les premiers oiseaux qui ont été bagués pour voir où ils allaient, c'est les hirondelles. D'accord. Okay. On a commencé par cette espèce-là, donc on a vraiment une bien maîtrisé. Très importante pour ce qui est dans nos régions. Mais à l'inverse, on ne sait pas trop ce qui se passait en Afrique. Et notamment, on a découvert récemment la grosse zone d'hivernage d'hirondelles de fenêtre. Quand je dis récemment, il y a une quinzaine d'années, qui est en forêt subtropicale, une grande zone à peu près grande comme la Bretagne. Et là, on a des millions d'hirondelles de fenêtre. Sur un espace grand comme la Bretagne, donc c'est pas très grand. À l'échelle du continent africain, c'est pas très grand. Il fallait qu'il y ait un ornithologue, des gens qui s'intéressent et qui se disent « Oh là, il y en a beaucoup ». Ben oui. Donc quand même, quand on se dit, je reviens à ça, quand on détruit un nid, quand même, on casse quand même un équilibre, on casse quelque chose de naturel pour elle, et ça pose problème, parce que c'est aussi peut-être à cause de ça, à force de ces habitudes qu'on a à casser les nids, parce que ça... Oui, tu as raison, parce que elles sont d'autant plus attirées qu'il y a déjà des nids. Ouais. C'est-à-dire que les jeunes hirondelles qui vont s'installer, elles vont avoir tendance à venir là où elles voient déjà des nids. Si il y avait 20 nids et qu'elles reviennent, il y en a 0, il faut tout reprendre, quoi. Il faut reprendre à 0 tout le travail. Alors il y a celles qui sont très motivées, qui vont faire 2 ou 3 nids. Mais là où tu aurais dû avoir 10, 15 nids, eh ben, tu restes à 2 ou 3. Voilà, Donc forcément, tu fais ça tous les ans. Forcément, ça régresse. Et en visitant, là, en passant notre journée à visiter des amis à toi qui ont des nids d'hirondelles, on s'est rendu compte qu'elles aiment quand même quand il y a une surface un peu crépie, quoi, et du bois en fin de compte. Ouais. Il y a, pour les hirondelles de fenêtre, elles aiment bien... Parce que contact, mur en crépi jusqu'en haut, et puis la planche de bois. Ça, c'est idéal pour elles. Ouais, c'est parfait. Et donc, elles construisent avec quoi? C'est de la terre? De la terre, la salive, elles mélangent avec un peu de cailloux et elles maçonnent. En fait. Elles font des maisons en terre. Elles font des maisons en terre comme aux îles, comme dans le village d'à côté. À l'intérieur, elles se soignent un peu, elles mettent un peu de paille, un peu de plume. Pour que ça soit douillé. Voilà, et puis en plus, c'est hyper écologique, quoi. Je veux dire, le fait que ce soit en terre, automatiquement, comme elles sont là l'été, où il fait très chaud, il doit y avoir, il y a ce côté qu'ont les maisons en terre, qui respirent, que c'est de la matière naturelle, et du coup, ça supporte un peu mieux les fortes chaleurs. Et donc, combien un couple, quand ils font des petits comme ça, ils ont jusqu'à combien d'œufs? Ça fait combien de petits? C'est quoi la moyenne? On va dire 4-5 jeunes à l'envol. 4-5 quand même, d'accord, oui, ok. Bien, et elle va faire ça 2 fois l'été, quoi. Ouais. Alors, sachant que comme tous les oiseaux migrateurs, il y a à peu près la moitié qui disparaissent de manière naturelle déjà. Sur 100 hirondelles nées en 2023, il y en a 50 qui passeront l'hiver et qui seront susceptibles de revenir. Ah oui. Oui. Voilà, c'est à peu près le chiffre. Oui, parce que s'il faut qu'ils descendent en Afrique du Sud, et puis après tout ce qu'ils peuvent rencontrer, mais... Non, mais là, il suffit de faire un simple calcul exponentiel. T'imagines si chaque hirondelle fait 10 petits, et que 10 petits survivent, on aura un problème. On se retrouve avec 1 milliard d'hirondelles. Voilà, c'est nous qui aurons des problèmes pour manger. D'accord, c'est l'équilibre naturel de la vie. Parce que même ces migrations sur des milliers de kilomètres, elles le font en combien de temps? Ils vont pas faire ça en une semaine. Alors, les hirondelles, elles sont, quand elles redescendent vers l'Afrique, on va dire ça comme ça, elles ne sont pas pressées. Elles font une petite centaine de kilomètres, 200 kilomètres vers le sud. Rien que ça. Dans la journée, c'est rien. Quand elles sont chez nous, à nourrir leurs petits, elles font bien plus que ça. Oui, elles n'arrêtent pas. Toute la journée, elles n'arrêtent pas de chasser. Donc, tu vois bien quand tu pars en vacances, même si tu as fait 500 ou 600 kilomètres pour aller en vacances, ton lieu de vacances, tu vas faire autant ensuite pour te balader autour. Bon, c'est la même chose. Oui, c'est juste. Et par contre, au retour, elles sont un peu plus speed. Il faut retrouver les beaux endroits, être les premières à installer. Oui, et puis elles ont ce besoin de procréer et puis de faire leur nid. Et puis la saison, elle peut être mauvaise, courte. Autant elles ont de septembre
septembre, novembre, décembre, janvier, février, mars pour faire le voyage aller-retour. Ouais. Autant quand arrive février, elles ont plus que 2 mois pour le faire. Bah oui. Écoute, super. Merci pour toutes ces infos qui, je pense, sont très utiles à beaucoup. Moi, ça répond à plein de mes questions. Tu voudrais conclure sur quoi, Alain? Qu'est-ce que tu voudrais dire pour finir cette vidéo? Moi, c'est surtout que les gens fassent attention aux digues qu'ils possèdent. Oui. Et qu'il y a des moyens, quelques moyens pour éviter le salissement. Voilà, c'est ça, des le problème petites majeur. techniques comme Christian nous a Et au montré. besoin, on en reparlera peut-être un jour. Il y a des façons, on peut fabriquer des lits artificiels, essayer d'en poser. Ça ne marche pas toujours, mais ça peut marcher. Et puis les mettre dans des endroits où c'est moins gênant. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Je t'en prie. À une prochaine. Salut. C'est le début de notre monde. Le leur déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, âme libre et vagabonde, contaminant la terre entière.